Face aux difficultés sur le front, l'Ukraine aussi recrute en prison. Le Parlement ukrainien vient d'adopter une loi pour mobiliser certains détenus. On va en parler en détail avec vous, Lydie, dans un instant. Mais d'abord, partons sur le terrain du conflit. Retrouver Charline Hurel et Charlotte Lefetté, nos envoyées spéciales. Bonjour Charline. Ce nouveau recrutement sonne comme une nécessité pour les Ukrainiens aujourd'hui. Et oui, c'est bien ce qui semble. Et lorsqu'on écoute les soldats, ils n'arrêtent pas de nous répéter. Il manque d'hommes, il manque d'infanterie surtout pour tenir les premières lignes. Alors il faut aller chercher ces hommes là où ils peuvent. Donc ça, c'est véritablement le son de cloche qu'on a le plus général. Il y a tout de même des craintes que certains nous font part, en tout cas de ces craintes-là. La première, elle est par rapport aux droits humains, aux droits de ces prisonniers, en se disant cette réflexion. Est-ce que parce que ce sont des prisonniers, ils vont être utilisés comme de la chair à canon? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes droits que les autres soldats? Et puis est-ce que finalement, ce ne sont pas eux qu'on va mettre sur la ligne zéro pour combler ce manque d'effectifs? Ça, c'est la première crainte. Et puis il y en a d'autres qui semblent un peu plus importantes. Ce n'est pas un secret de polichinelle. L'Ukraine a deux problèmes particuliers. Le premier, c'est le nombre d'espions russes qu'il y a ici. Et puis le deuxième, c'est la corruption. Et justement, c'est ce qui fait dire à certains en disant est-ce qu'on peut faire confiance à ces prisonniers? Est-ce qu'ils ne vont pas céder à des demandes russes pour une somme d'argent et donner des coordonnées? S'il y a cette réflexion ici en Ukraine, c'est parce que lorsqu'on voit les personnes qui ont collaboré avec les Russes, bien souvent on retrouve des personnes qui ont accepté des petites sommes d'argent pour pouvoir donner des coordonnées GPS à ces troupes russes. Donc voilà en tout cas les questionnements qu'on a ici dans la société ukrainienne, mais qui ne voient pas cette loi d'un mauvais œil non plus. Merci beaucoup pour cette précieuse remontée de terrain à Charline Hurel avec Charlotte Lefetté, nos envoyées spéciales en direct de Kharkiv. Merci à vous deux. Lydie, alors expliquez-nous, on sait que Kiev tente de répondre ainsi à la pénurie de volontaires. C'est certains détenus qui vont être recrutés. Oui, c'est ça, c'est le dernier recours de l'armée ukrainienne pour venir gonfler ses rangs. Les députés du pays qui viennent, donc vous l'avez dit, d'adopter cette loi en échange de leur liberté ou bien de leur amnistie, adoptée par 279 voix. Alors le texte, il doit encore être soumis au président du Parlement, puis au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais effectivement, contrairement à Moscou, cette mesure, elle va concerner seulement une catégorie de prisonniers. Déjà, les détenus volontaires qui devront en plus obtenir l'accord des autorités militaires. Et cela, après, vous le voyez, l'examen de leur état de santé physique, mais aussi leur état de santé mental. Mais encore une fois cet accord obtenu, il y a là aussi des conditions strictes, beaucoup plus strictes que pour les prisonniers russes. La loi, elle sera applicable qu'aux seuls détenus ayant moins de 3 années d'emprisonnement à purger. Ceux condamnés pour certains crimes graves ne pourront pas aller au front. Il y a ceux condamnés pour homicide volontaire de plus de 2 personnes, ceux ayant commis des violences sexuelles, ceux ayant fait des atteintes à la sécurité nationale ou encore, je cite, condamnés à de sérieuses condamnations pour corruption. Reste à savoir ce que veut dire sérieuse condamnation. Charline Hurel en parlait évidemment à la question de la confiance envers ces détenus. Et puis à noter également, on a les anciens hommes politiques ou ministres de haut rang qui purgent des peines de prison et qui ne seront là aussi pas autorisés à aller sur le front. Mais Lydie, vous nous avez dit que ça concerne des détenus qui ont fait moins de 3 ans de prison. Oui. Donc ça sous-entend des gens qui n'ont pas tué plus de 2 personnes. Non. J'imagine qu'on est condamné pour au moins 30 ans de prison quand on a tué 2 personnes, mon Dieu. Sinon, l'Ukraine, on continue, qui fait face, on le sait, à un sérieux manque de soldats entre les morts, les blessés, ceux épuisés par les longues missions sur le front. Oui, c'est en fait le dernier projet de loi d'une série de mesures. Fin avril, on avait déjà une loi qui venait amplifier, accroître les sanctions contre les réfractaires qui avait été votée par le Parlement. Une loi controversée qui n'a pas manqué de faire scandale dans le pays. D'ailleurs, la députée Olena Chouliak justifie aujourd'hui cette décision d'avoir recours aux prisonniers. Elle nous dit sur Facebook, il n'est possible de résister aux conditions d'une guerre totale contre un ennemi disposant de plus de ressources qu'en consolidant toutes nos forces. Pour elle, ce projet de loi concerne notre lutte, c'est ce qu'elle dit, et la préservation de l'État ukrainien. Alors combien de prisonniers pourraient être envoyés sur le front? Au total, cette campagne d'enrôlement, elle pourrait aboutir à plusieurs milliers de recrues. On a un député ukrainien, David Akaramia, qui parle de jusqu'à 20 000 prisonniers, mais ça ne sera toujours évidemment qu'une fraction avec les centaines de milliers de personnes sur le terrain qui sont nécessaires.
Merci beaucoup Lydie pour ces informations. Florent Parmentier, on en est là. L'Ukraine fait pratiquement comme la Russie. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que pour les hommes de plus de 18 ans, il y a une interdiction de quitter le territoire, une mobilisation qui s'est étendue. Donc en quelque sorte, l'ensemble de la population homme, de toute façon, est aujourd'hui coincée en Ukraine en attendant ou non d'être mobilisable. Donc on mobilise finalement des gens dans les prisons. On peut avoir des réticences morales. D'un point de vue d'efficacité de la part du front, quand on sait qu'une guerre d'attrition, c'est 3 choses. C'est vérifier d'avoir suffisamment d'armes. Ça, c'est la question de l'envoi des armes par les États-Unis et des Européens. Quand on sait que la guerre d'attrition, c'est, deuxième chose, l'épuisement des opinions publiques, les hésitations qu'on peut avoir en Europe. Et que la troisième chose, ce sont les hommes. Le nombre de personnes qu'on est capable de mettre sur place. Alors, j'ai presque envie de dire, l'Ukraine a eu la possibilité d'attendre 2 ans avant d'avoir à faire ce choix, qui peut être un choix difficile, mais qui peut se justifier au vu de la situation sur le terrain et puis des attentes spécifiques. Et aussi de je pense qu'un des éléments importants sur le front, et cette capacité, ça a été mentionné, qu'on peut avoir de faire reposer ces troupes, oui. Puisque plus d'une troupe, évidemment, longtemps sur le terrain, moins ses chances de survie sont avérées pour la bonne et simple raison que plus on est fatigué, plus on perd ses réflexes, on perd en couverture, on perd aussi parfois en lucidité, tout simplement. Donc c'est une décision finalement assez logique. Patrick. Écoutez, c'est un formidable aveu de faiblesse, d'échec. Faire appel à des prisonniers pour aller sur le front avec une série d'exceptions qui font que je ne sais pas combien de prisonniers partiront là-bas, sachant que je serais, si j'étais prisonnier là-bas, moins de 3 ans de prison. Finalement, compte tenu de la baisse de morale, je pense que beaucoup vont préférer rester en prison pour terminer et purger leur peine tranquillement en prison. Non mais voilà, c'est vrai qu'en Russie, c'est entre guillemets plus accrocheur, parce que c'est des gens qui font des très longues peines. Il faut leur peine rayée pour aller au front. Être condamné à vie pour prendre le risque de sortir avec une forte probabilité de mourir sur le front. Donc c'est tellement incohérent que je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais ça révèle quand même un vrai malaise, un vrai échec sur le fond, parce qu'on sait que malgré cette loi de la Rada, qui en avait discuté depuis longtemps, il y a quand même une certaine... Alors je veux pas dire que on va démoraliser, mais il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à s'interroger sur la poursuite de la guerre, notamment des jeunes qui ne veulent toujours pas aller sur le front. On le sait, vos confrères de la presse écrite ont dit que 3 hommes avaient été retrouvés noyés en large de Roumanie parce qu'ils continuent à vouloir fuir. Il y a aussi ce système que vous avez évoqué de corruption. On continue à payer des passeurs pour ne pas faire la guerre. Et en même temps, on sait très bien que les personnes, les hommes, peu de femmes à l'extérieur, mais des hommes qui sont en âge de se battre, 600 000, on a dit 650 000 ne veulent pas rentrer, malgré l'interruption des services consulaires. Donc on voit que ça va qu'il y a une vraie difficulté de recrutement, et à mon avis, c'est pas cette loi qui fera sortir beaucoup de gens en prison. Ce qu'il faudrait effectivement, certes, il faut du chiffre, ce sont des armements, mais on voit que là, l'Ukraine véritablement fait face à de graves difficultés en termes d'effectifs pour tenir le front. Il nous reste peu de temps, Michel Derzhansky. Je crois que moi, ce qui me pose toujours question avec ce conflit, puisqu'on vient sur différents conflits, c'est la comparaison, même si comparaison n'est pas raison, mais l'État d'Israël a une conception de l'État-nation qui fait qu'aller à la conscription et faire la guerre lorsque c'est nécessaire, on le fait. Je vous rappelle que depuis le 7 octobre, pas mal d'Israéliens qui étaient à l'étranger sont revenus en Israël, que ça s'est passé en 67 et en 73. Ce qu'on voit avec l'Ukraine, c'est que c'est un pays qui est en train de se constituer en termes d'État-nation. Et qu'en fin de compte, c'est vraiment une question politique qui se pose à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que lorsqu'on est jeune, on n'a pas envie d'aller mourir sur le front. On peut comprendre que pour les familles, c'est dramatique. Mais on voit cette ambiguïté qui est à la fois soutenir le front intérieur et en même temps cet effacement de la volonté de défendre le pays. Et là, nulle personne pourra le faire à leur place. Oui. Nulle personne. Si ce n'est que dans ces cas-là, on revient à la question préliminaire qui est que s'il y a un effondrement de l'Ukraine, parce que manque d'armes et parce que manque d'hommes, et que nous avons mis très haut le drapeau des valeurs et de la démocratie, alors on en viendra à cette question de savoir s'il ne faudra pas, nous, effectivement, occidentaux, avec une Europe façon Pulse, y aller.
Arlette est moins sûre. Hein. Non, je pense que c'est pas terrible. Évidemment, on n'a pas le show qu'on avait Prigojine dans les prisons, appelant les détenus et les plus durs à s'engager pour récupérer leur liberté. C'était la rédemption par la guerre. Là, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas extraordinaire. Je suis d'accord avec Patrick, c'est la révélation d'une extrême faiblesse quand même de gouvernement qui renforce par ailleurs les sanctions contre ceux qui essayent d'échapper effectivement à la mobilisation aujourd'hui, qui essayent de demander à des États comme la Pologne de récupérer ceux qui ont déjà passé la frontière pour les faire revenir. On s'aperçoit des États comme la Slovaquie disent aujourd'hui qu'ils voient arriver beaucoup d'Ukrainiens qui veulent échapper aussi à la guerre. Donc c'est pas extraordinaire du tout. Et c'est vrai qu'on sent quand même que malgré les propos mobilisateurs de Zelensky, il y a une partie des plus jeunes notamment, préservés au début du conflit, ce qu'on a salué, préserver la jeunesse, mais il y a un moment où il faut savoir quand même essayer de rallumer le patriotisme, et je ne pense pas que ça mobilise beaucoup les amis européens. L'idée d'aller remplacer des Ukrainiens qui ne veulent pas défendre la patrie, j'y crois pas une seconde.